Remettons-nous dans le contexte. Nous sommes en 1949, le monde se réveille après la violence de la Seconde Guerre mondiale qui a ravagé les pays européens et leurs colonies. Les milliers de tirailleurs africains qui ont participé à la libération de la France rentrent dans leur pays avec beaucoup d'interrogations. On leur a expliqué qu'ils se battaient pour libérer la patrie opprimée par le racisme et le nazisme. Et pourtant, à leur retour au Sénégal, en Algérie, à Madagascar, ils retrouvent leur terre, elle aussi opprimée, mais cette fois-ci par le racisme et le colonialisme français. Cette absurdité a trop duré, les Africains s'organisent, ils exigent d'avoir le droit à cette liberté dont les Français aiment tant parler. Difficile de refuser pour le pays des droits de l'homme qui finit par autoriser les Africains à s'organiser politiquement. Et c'est ainsi que va naître l'un des plus grands partis politiques du continent, le Rassemblement démocratique africain, dont vous allez comprendre l'importance pour la suite de notre histoire. Mais faisons un détour par la France, plus précisément la Bretagne, à la rencontre de René Vauthier, le réalisateur du film Afrique 50. Ce jeune breton est déjà très politisé. À l'âge de 16 ans, il a rejoint la résistance et porté les armes pour chasser les nazis hors de France. Mais la guerre est finie, et Vauthier a décidé de s'engager dans un autre type de combat. Dans une interview qu'il a donnée plusieurs années après, il nous explique. J'ai dit, moi je veux plus utiliser d'armes, je veux faire éventuellement des photos, du cinéma, combattre des choses qui me plaisent pas en les montrant. La guerre des images. Vauthier a vu, de ses propres yeux, comment les nazis ont utilisé la propagande pour installer leur domination sur la France. Il sait qu'un combat pour la liberté passe toujours par une bonne utilisation des images. Il entre donc à l'Institut des hautes études cinématographiques pour apprendre à réaliser des documentaires. Et très vite, on lui confie sa première mission. Elle se déroulera en Afrique. Mais avant de vous en dire plus, j'ajoute un élément de contexte. Dans les colonies françaises d'Afrique, la production des images était complètement contrôlée par un organisme d'État. Vous ne pouvez pas produire, montrer n'importe quoi sur les colonies à l'époque. Vous avez une agence économique des colonies qui était avant un office colonial qui avait été créé en 1899, qui devient une agence en tant que telle en 1920. L'agence, quelque part, a quasi le monopole de l'image. Cartes postales, affiches, documentaires, toutes les images passent sous l'œil inquisiteur de l'agence économique des colonies qui censure tout ce qui ne représente pas la mission civilisatrice proclamée par la France. Et en plus de ça, la liberté de la presse ne s'applique pas aux indigènes. Les journaux africains de l'époque sont tenus par des colons ou des lobbies de propagande coloniale qui racontent à longueur de page leurs exploits économiques et la docilité des Africains. Et même en allant sur place, pour les Français, il est difficile de voir la réalité de la colonisation puisque la France organise pour les instituteurs des voyages dans des villages témoins où sont mis en scène les bienfaits de la colonisation. Dans ce régime autoritaire, les colonisés sont réduits au silence sur toute la chaîne, depuis la publicité jusqu'à l'enseignement. Et justement, c'est la Ligue de l'enseignement qui envoie René Vauthier en Afrique. Sa mission est simple, il doit filmer la réalité des colonies. Donc un film destiné à être projeté dans les lycées et collèges français de Navarre. Et j'ai commencé à tourner là-bas sans avoir d'idée préconçue sur le colonialisme. Je ne savais pas trop ce que c'était. La vocation colonisatrice de la France, c'est ce qu'on m'avait appris à l'école. On envoie un gamin de 20 ans avec une caméra sans le briefer sur le contexte colonial. Heureusement que Vauthier n'est pas dupe. Dès le début du film, il se situe. Les seuls blancs qui sont entrés avant toi dans ce village sont ou bien l'administrateur qui venait prendre l'argent pour l'impôt, ou bien le recruteur qui venait prendre les hommes pour l'armée. Aussi le village se méfie. Il a conscience du fait qu'il représente la domination coloniale et que sa caméra peut être vue comme une menace supplémentaire pour les Africains. Alors il change d'approche. Il va essayer de mettre sa caméra au service des Africains. Ils m'ont dit, on va te montrer pourquoi on voudrait être indépendant. J'ai réussi avec l'appui des Africains, parce que je crois que c'était ça qui était le plus important pour moi, c'était de refléter les raisons qu'ils avaient, essayer d'orienter leur pays vers l'indépendance. Plutôt que d'écouter les officiels, il repère les gens qui lui ressemblent, des résistants, des gens qui tiennent tête à l'oppression. À leur côté, il va découvrir ce qui se passe réellement
dans les colonies françaises. Moi, je disais, je filmerai ce que je vois, ce que je sais, ce qui est vrai. En Afrique, on ouvre une école quand les grosses compagnies coloniales ont besoin de comptables. On envoie un médecin quand les grosses compagnies coloniales risquent de manquer de main-d'œuvre. René Vauthier a fait son choix. Il ne sera pas le relais de la propagande coloniale. Ouais, mais ça va pas être facile. Et j'ai eu beaucoup de problèmes sur place parce qu'on m'a sorti dès le départ un décret. Des policiers qui sont venus me voir, des policiers blancs, et qui m'ont dit voilà, on n'a pas l'impression que vous filmez ce que vous devez filmer, parce qu'il y a une loi qui exige ici qu'à travers toute l'Afrique occidentale française, on ne tourne qu'à partir d'un scénario préétabli et en présence d'un représentant de l'autorité. On m'a dit, ça date de 1934, c'est signé d'un ministre de l'époque qui s'appelait Pierre Laval, ministre des colonies. On était en 1950, entre-temps, Pierre Laval avait été fusillé pour sa collaboration avec les Allemands. Et moi, on m'avait donné la croix de guerre parce que je m'étais battu, quand j'avais donc 16 ans, contre Pierre Laval et le gouvernement de l'époque, et le gouvernement du maréchal Pétain. René Vauthier est arrêté. Il est assigné à résidence. Une enquête est ouverte. Il ne supporte pas d'être soumis à des lois écrites par des fascistes. Il s'est toujours battu pour la liberté et il décide de rejoindre les résistants africains. Il part en cavale du Mali jusqu'en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, en métropole, dans La Défense, le journal du Secours populaire, les gros titres exhortent le peuple de France à soutenir les résistants africains. C'est la solidarité offensive qui paye. On ne désarme jamais l'agresseur en lui cédant. On ne dompte jamais la bête en la flattant. Démasquer les coupables, mettre en accusation publique les provocateurs, tel est le moyen éprouvé et le seul de faire échec à l'oppression. Et René Vauthier choisit de mettre en pratique cette solidarité offensive. Amis, la colonisation, ici comme partout, c'est le règne des vautours. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. Société commerciale de l'Ouest africain, 650 millions de bénéfices en 1949. Compagnie française de l'Afrique occidentale, 365 millions de bénéfices en 1949. Dans les champs d'arachides, les femmes noires, les enfants noirs travaillent. Les revenus de Le Sieur et d'Unilever montent en flèche. Vous avez bien entendu, Le Sieur. La grande marque d'huile française s'est enrichie grâce au travail forcé dans les plantations d'arachides en Afrique. Pourtant, aujourd'hui, sur leur site internet, ils ne font aucune mention à cette partie de leur histoire. Et partout dans le monde, on achète Le Sieur sans se poser de questions. Mais Vauthier ne s'arrête pas là. Il démonte le mensonge des bienfaits de la colonisation. En échange, ces missionnaires du commerce ont introduit le progrès en Afrique. Le progrès. Voici le célèbre barrage de Marcala Sansanding sur le Niger. Une turbine fournit de l'électricité aux maisons des Blancs. Mais il n'y a pas d'électricité pour ouvrir les vannes devant les péniches des grandes compagnies coloniales, car la sueur des Noirs à 50 francs par jour revient moins cher que l'installation et l'entretien d'une turbine. Vous imaginez ? Un barrage qui produit de l'électricité, mais qui fonctionne à la force des bras ? Une machine ferait le travail de 20 Noirs, bien sûr, mais 20 Noirs à 50 francs par jour reviennent moins cher qu'une machine. Alors usons le noir. Depuis 1946, le travail forcé est aboli en Afrique noire, mais il faut payer l'impôt en argent liquide. Pour avoir l'argent, un seul moyen, travailler pour la compagnie coloniale à 50 francs par jour. Le système colonial est sans pitié. Et les rares Africains qui osent refuser ce travail sont violemment exécutés. Ici se trouvait le village de Palaka, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le chef du village n'a pu payer un reliquat d'impôt, 3700 francs. Le 27 février 1949, à 5 heures du matin, les troupes sont venues. Elles ont cerné le village, elles ont tiré, elles ont brûlé, elles ont tué. Ici, le chef de village, Sikali Ouattara, a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, 2 balles françaises dans le ventre. Sous cette terre d'Afrique, 4 cadavres, 3 hommes, une femme, assassinés en notre nom à nous, gens de France. Malgré la violence coloniale, les Africains résistent, et la France s'enfonce, chaque jour, un peu plus, dans la barbarie. Agboville, Dimbokro, Séguéla,
d'Alois, Boisflé, Quétécré, des ruines, des rafles, des fusillades et des noms de villes et villages sonnant aux Africains comme des oradours. Et tant d'autres noms de martyrs sonnant aux Africains comme des Destiennes d'or, comme des Guy Moquet. Pour René Vauthier, la contradiction est insupportable. Alors que la France commémore les victimes du nazisme à Oradour-sur-Glane, elle extermine des villages africains entiers sans laisser de traces ni verser de larmes. Mais pourtant, la lutte continue. Le RDA se mobilise. Il fait peur aux compagnies coloniales qui demandent à l'administration d'intervenir. À partir de 1949, tous les prétextes sont bons pour arrêter les leaders du RDA. La population réagit, les femmes de Côte d'Ivoire décident de boycotter les produits coloniaux. Un immense mouvement de résistance citoyenne se met en place. Un mouvement dont les Français n'ont jamais entendu parler, puisqu'on leur a toujours parlé de Martin Luther King, de Gandhi, mais quand il s'agit de critiquer les colonies françaises... Suite aux manifestations, plus de 400 Africains sont arrêtés. Parmi eux, des femmes, des vieillards et même des enfants. L'administration coloniale condamne à tour de bras. Et puisqu'ils n'ont pas le droit d'avoir leur propre journal, les Africains doivent compter sur les relais de leurs camarades de La Défense qui publient « Nous ferons éclater la vérité. D'octobre à février prochain, 400 Africains vont passer devant les assises à Abidjan. Leurs procès seront les plus grands qui se soient jamais déroulés en Afrique noire. Tous les Français doivent connaître les raisons de cette gigantesque mobilisation judiciaire. » La description de la situation est terrifiante. Elle nous rappelle les méthodes de répression policière qui sont encore appliquées aujourd'hui en France dans les quartiers populaires où s'entassent les populations issues de l'immigration post-coloniale. Lors d'une manifestation pacifique, le commandant colonial ordonne aux troupes de charger les manifestants. Une fusillade éclate. On ramasse 14 tués, tous du côté africain. Plus de 50 blessés. Aucun Européen ne fut blessé. Aussitôt, on procède à de nouvelles arrestations et parmi les inculpés se trouvent tous les blessés par balles qui ne purent regagner leur domicile. Heureusement, sur place, un avocat du Secours populaire mène une enquête pour comprendre ce massacre. Il découvre qu'en réalité, ce ne sont même pas les troupes coloniales qui ont tiré sur les manifestants. Ceux qui ont tiré, ce sont les colons européens, chez qui, depuis des semaines, on entretenait une atmosphère de panique. Et parmi ces Européens, on trouve le juge de la paix, Monsieur Darras, dont la déposition devant la commission atteste la nervosité et la mauvaise conscience. Mais la justice coloniale est profondément injuste. Monsieur le juge de paix Darras a naturellement bénéficié d'un non-lieu. Les images de violence sont là. Les témoignages de l'injustice aussi. Mais Vauthier a encore mieux. Il a un film. Sauf qu'à l'époque, pas de WhatsApp ni de Facebook Live pour partager ce film à la terre entière. Vauthier a tout enregistré sur 50 bobines qu'il doit faire développer dans un laboratoire en France. Comment passer la douane alors qu'il est recherché par l'administration coloniale et que ces images sont interdites? Pour comprendre la suite, il faut se rappeler que toute cette affaire n'est pas due au simple génie de Vauthier. Il a à peine 21 ans et malgré son expérience de résistant, il connaît mal l'Afrique et ses enjeux politiques. Dans toute cette affaire, Vauthier suit des résistants africains qui lui expliquent leur lutte, qui lui racontent leur vision des choses, qui lui enseignent les bases de l'anticolonialisme. Si c'est lui qui filme, c'est parce que les Africains n'ont pas le droit de faire des images. De toute façon, ils n'ont pas été formés au maniement de la caméra. Ils ont donc besoin d'alliés blancs, capables de ne pas trahir leurs paroles. Et s'ils n'apparaissent pas à l'image, c'est sans doute par peur des représailles. Mais n'oubliez pas que ce sont bien eux qui donnent le ton. Et ils ont tout intérêt à ce que Vauthier puisse rentrer en France pour développer ce film. Sinon, tout ça aura été fait pour rien. Ils vont donc imaginer un scénario digne d'un film d'espionnage. René Vauthier va monter dans l'avion, les mains vides. Et je n'avais pas les bobines sur moi, toutes les bobines étaient rentrées par 34 voies différentes. C'est des étudiants africains qui avaient pris les bobines évidemment non développées et qui s'étaient engagés à les déposer à la Ligue de l'enseignement en France pour qu'elles soient là à ma disposition pour le développement et le montage du film. Toutes les bobines sont arrivées, les 50. Elles ont toutes été saisies par les services de police à Paris et j'ai été inculpé pour tournage de film sans autorisation du gouverneur en violation du décret Pierre Laval, ministre des colonies en 1934. Malgré tout, Vauthier ne perd pas espoir. Il ne veut pas trahir ses camarades résistants africains. Il parvient à récupérer 17 bobines sur 50 et décide de monter le film avec ça. Et c'est avec ces 17 bobines que j'ai fait tout seul le montage dans un coin,
à l'école maternelle où ma mère était institutrice. Mais pour diffuser le film, il faut en faire des copies. Et les laboratoires sont surveillés par le gouvernement. Une fois encore, René Vauthier va devoir ruser. On a réussi à tirer 12 copies du film dans des laboratoires, dans un laboratoire français, dans des conditions un petit peu particulières. Les gars qui travaillaient de nuit au laboratoire accrochaient le négatif de ce que le contre-type de ce que j'avais tourné, et derrière des films pornographiques, en sachant que là, mon Dieu, il y avait des arrangements avec les policiers qui surveillaient ce qui se faisait à l'époque dans les laboratoires. Et donc le film est sorti comme ça, 12 copies. Le film est enfin prêt à être diffusé dans toutes les associations de jeunesse de France. Il circule massivement sous le manteau. Les autorités confisquent les copies qu'elles trouvent. Vauthier est même condamné à 1 an de prison. Immédiatement, le film est interdit en France. Et il faut attendre 1996, donc 45 ans plus tard, pour que l'État français reconnaisse le film et invite René Vauthier dans une cérémonie à Beaubourg pour lui remettre une récompense et le féliciter de ce travail courageux et nécessaire. On propose même à Vauthier de lui autoriser un visa d'exploitation du film. Mais le film n'a jamais eu de visa en France, j'ai refusé. Quand on me l'a rendu, on m'a dit maintenant vous pourriez avoir le visa, j'ai dit non, il a été diffusé partout. On a calculé, par l'intermédiaire de ces gens qui me remettaient la copie du film, qu'il avait été vu à peu près en France sans aucune autorisation, par environ 1 million de spectateurs. Et ça continue maintenant. Et pourtant, impossible aujourd'hui de trouver une copie de bonne qualité de ce film. Il est absent des programmes scolaires africains comme français, et on ne le trouve même pas sur YouTube. Comment est-ce possible qu'un film qui a si bien circulé quand il était censuré n'arrive pas à être visible à l'heure d'Internet? Qui possède les droits du film Afrique 50? Y a-t-il une volonté d'empêcher sa diffusion? Pour terminer cette vidéo, j'ai retrouvé la trace d'un DVD édité par l'association Les Mutins de Pangée. Je vais les appeler pour en savoir plus. Allô? Allô, bonjour. Oui. Je suis bien au téléphone des Mutins de Pangée. Oui, c'est ça. Est-ce que les films sont libres de droit ou est-ce que c'est vous qui avez les droits? En fait, c'est la fille de René Vauthier qui a les droits. D'accord. Avec qui on travaille. Donc il faut voir, vous nous envoyez un petit mail, on peut vous mettre donner le contact de la fille de René. Ah, ça c'est génial. Ok, ouais, ça marche. Ouais. Bah, merci Voilà. beaucoup. Il n'y a pas de problème, bonne journée. Bonne journée à vous. J'ai contacté la fille de René Vauthier par email. Elle m'a donné l'autorisation d'utiliser les images pour qu'elles circulent auprès d'un public africain. C'était la mission de ce film et la volonté de son père. Le film est également disponible en DVD sur le site des Mutins de Pangée, alors n'hésitez pas à leur écrire. Pour conclure, Afrique 50 a été tourné en 1950 et pourtant ces problématiques restent d'actualité, puisqu'aujourd'hui encore, en 2023, toutes les grandes puissances qui convoitent les richesses du continent africain produisent des discours médiatiques pour justifier leur présence. Alors que nous sommes au cœur de cette guerre médiatique, nous avons la responsabilité de raconter ce qui se passe réellement sur le terrain, mais aussi de raconter l'histoire des résistances africaines, qu'on ne pense pas que rien ne s'est passé. Pour celles et ceux qui vivent dans la diaspora, je crois qu'il est aussi important de ne pas nous contenter du discours médiatique français. Puisque nous avons accès aux archives et à l'histoire qui a été pillée sur le continent, nous pouvons utiliser ces outils pour renverser les narratifs. Donc, lors de vos prochains débats, si quelqu'un vous dit que tout le monde validait la colonisation, ou encore que la colonisation a apporté du positif à l'Afrique, vous lui répondez quoi? Dites-nous ça dans les commentaires. Merci